À Noël, ma nièce a regardé mon enfant droit dans les yeux et a dit « Mamie m'a dit que tu n'es pas son vrai petit-fils ». Ma sœur a ricané. Personne ne l'a corrigé. Je n'ai rien dit, j'ai juste emballé nos cadeaux et j'ai ri. Cette nuit-là, ma mère a demandé si la prime familiale avait été envoyée. J'ai répondu « Oh, elle l'a été, mais juste pas à toi. On pourrait penser qu'au 5e Noël avec votre fils adopté, les gens cesseraient d'agir comme s'il était une sorte d'invité dans votre vie. Mais non, 5 ans plus tard, nous recevions toujours les regards, les sourires polis mais pas vraiment sincères, la façon dont les gens parlaient autour de lui comme s'ils ne comprenaient pas. Mon fils a 5 ans. Il est brillant. Il remarque tout. Et j'avais passé des années à essayer de combler le fossé entre lui et les personnes que j'appelais autrefois ma famille. Nous sommes arrivés chez mes parents dans l'Ohio un jour avant Noël. J'avais des cadeaux pour tout le monde, soigneusement choisis, magnifiquement emballés. Mon fils avait fait de petits dessins pour les scotcher sur chacun d'eux. Il était excité. J'aurais dû m'en douter. Ma mère nous a accueillis, m'a serré brièvement dans ses bras, puis s'est accroupie à la hauteur de mon fils et a demandé « Tu te souviens de moi ?» Il a hoché la tête poliment, lui a tendu le dessin qu'il avait fait pour elle. Elle a souri comme quelqu'un qui essaie d'accepter un cadeau d'un étranger dans le métro. Mon père n'a pas dit grand-chose, juste un grognement et une poignée de main à mon mari et un regard distrait vers le garçon. Le matin de Noël, les choses semblaient bien se passer au début. Mon fils jouait avec sa nouvelle voiture miniature sur le tapis. J'aidais dans la cuisine. Puis j'ai entendu le silence, ce genre de silence qui vous noue l'estomac parce que vous savez que quelque chose vient de mal tourner. Je suis entré dans le salon et c'était là. Ma nièce, âgée de 8 ans, portant un serre-tête pailleté et cette petite expression de suffisance qu'elle tient de sa mère, a regardé mon fils droit dans les yeux et a dit « Mamie m'a dit que tu n'es pas son vrai petit-fils ». Il n'a pas répondu, il est resté assis là à fixer le sol. Je me suis figé. Puis est venue la pire partie. Ma sœur, assise sur le canapé avec un verre de vin à la main, a ricané. Elle a regardé autour d'elle comme si elle attendait que quelqu'un se joigne à elle pour rire. Personne n'a corrigé sa fille. Personne n'a dit que ce n'était pas correct, pas même ma mère. Elle a juste bu une gorgée de thé et a agi comme si elle n'avait rien entendu. Mon mari s'est levé et j'ai su qu'il allait dire quelque chose, mais j'ai secoué la tête. Je ne voulais pas que mon fils se souvienne de ce moment comme d'une grande dispute familiale. Je voulais qu'il l'oublie complètement. Alors, à la place, j'ai commencé tranquillement à emballer nos affaires. Ma sœur a demandé si nous partions déjà sérieusement. Je n'ai pas répondu. Nous avons chargé la voiture en silence. Mon fils s'est endormi avant que nous sortions du quartier. Cette nuit-là, après l'avoir mis au lit, mon mari et moi sommes restés assis sur le canapé sans parler pendant presque 1 heure. Non pas parce que nous n'avions rien à dire, mais parce qu'il y en avait trop à déballer, trop de déceptions. Puis mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un message, as-tu envoyé la prime familiale cette année? Chaque année depuis que notre entreprise avait décollé, nous envoyions quelque chose de petit à nos parents et frères et sœurs, comme une carte cadeau. Une année, nous avons payé leur voyage en Floride. Nous ne l'avons jamais fait pour la frime, nous pensions simplement que c'était ce que faisaient les familles, s'entraider. J'ai fixé ce message, puis j'ai tapé ma réponse, oh, elle l'a été, mais juste pas à toi. J'ai posé mon téléphone face contre terre et je n'ai pas attendu de réponse. Le fait est que j'avais l'habitude de marcher sur des œufs. Quand nous avons adopté notre fils, je savais que tout le monde ne comprendrait pas. J'ai essayé d'être patiente. J'ai essayé de les mettre à l'aise. J'avais l'habitude de l'emmener souvent, espérant qu'il créerait des liens avec eux, espérant qu'il finirait par changer d'avis. Mais j'ai fini par voir les choses clairement, il ne voulait pas créer de lien. Il voulait le tolérer sans vraiment l'accepter. Et je n'allais pas élever mon fils dans une maison où il devait mériter un amour qui aurait déjà dû être le sien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 5 appels manqués, 3 de ma mère, 1 de mon père et 1 de ma sœur. Pas de messages vocaux, pas de SMS au début. Juste une série d'appels silencieux comme s'ils cochaient une case comme si s'ils appelaient assez de fois, cela compterait comme de l'inquiétude. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone et je suis descendu. Mon fils était déjà levé, assis à la table de la cuisine avec sa petite cape de super-héros, coloriant un dessin de notre famille. Il s'était dessiné entre mon mari et moi. Il n'avait inclus personne d'autre.
J'ai fait des crêpes avec lui pendant que mon mari mettait de la musique en fond sonore. Ce matin-là était calme, chaleureux et complètement à nous. Et pendant que je sirotais mon café, regardant mon fils manger son petit déjeuner comme si le poids d'hier ne l'avait jamais touché, j'ai décidé que je n'allais pas laisser cette maison gâcher une minute de plus de sa vie. Juste après midi, le premier message est arrivé. C'était de ma sœur, les enfants disent des trucs. Ne le prends pas si au sérieux. C'était tout. Pas de nom, pas d'excuses, aucune mention de ce qui avait été réellement dit. Juste une phrase plate et suffisante qui ressemblait à un haussement d'épaule déguisé en diplomatie. Puis un autre est arrivé quelques heures plus tard, une photo de mes parents, son mari et leurs enfants assis autour de la table de ma mère avec la légende « Vous nous avez manqué. J'espère que tout va bien ». Cette table, celle où mon fils était censé être assis, où son nom avait été écrit sur un marque-place que j'avais apporté, où j'avais prévu de prendre des photos en pensant que peut-être cette année tout le monde changerait enfin d'avis au lieu de cela, ils ont juste continué, mangé leur jambon et leurs patates douces, et souri pour la caméra comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu. Je n'allais pas donner d'explication à quelqu'un qui refusait de comprendre. Plus tard dans la soirée, ma mère a réessayé. Cette fois, un SMS, je sais que tu es fâché. Pouvons-nous au moins parler? C'est tout ce qu'elle voulait faire quand les choses devenaient inconfortables. Jamais agir, jamais s'opposer. Juste parler, arrondir les angles, prétendre que rien ne s'était passé. Mais nous avions parlé tant de fois des regards, des commentaires désinvoltes, de la façon dont mon fils avait besoin d'être traité comme un membre de la famille. Il était de la famille. Elle hochait la tête, disait qu'elle comprenait. Puis un mois plus tard, elle disait quelque chose comme « J'ai juste l'impression qu'il me manque ce lien spécial avec lui » ou « Il est mignon, mais tu sais, ce n'est tout simplement pas la même chose. » Et chaque fois qu'elle disait des choses comme ça, je l'encaissais. Je lui cherchais des excuses. Je me disais que c'était générationnel, culturel, un manque d'habitude. Je lui ai donné du temps, mais le temps n'a rien arrangé. Au contraire, cela leur a donné plus d'espace pour s'installer dans leurs convictions. La vérité est qu'aucun d'eux ne le considérait comme le mien. Pas vraiment. Pas comme ils voyaient les enfants de ma sœur. Pas comme ils voyaient les bébés avec les mêmes noms de famille et les mêmes nez. Ils pensaient que j'avais fait quelque chose de gentil, quelque chose de généreux, comme adopter un chien errant. J'ai dit à mon mari ce soir-là que j'en avais fini. Je n'allais pas passer une autre année à essayer de convaincre les gens d'aimer un enfant qui le méritait automatiquement. Il n'a pas posé de questions, a juste hoché la tête. Il attendait ce moment, mais il ne m'y a jamais poussé. Il m'a laissé y venir de moi-même. Nous avons réservé un voyage cette nuit-là quelque part au chaud, quelque part loin, juste nous trois. Nous n'avons rien dit à personne. Et pendant que je préparais nos sacs le lendemain matin, pliant de minuscules t-shirts et roulant des tubes de crème solaire, j'ai réalisé quelque chose d'étrange, je ne me sentais ni en colère, ni triste, ni coupable. Je me sentais soulagé. Nous sommes partis le lendemain de Noël, juste tous les trois, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu l'impression de devoir m'en excuser. Le vol a été paisible. Mon fils a pressé son front contre le hublot et a chuchoté « Waouh » en regardant les nuages. Mon mari et moi nous tenions la main comme nous le faisions avant que les choses ne deviennent pesantes. Nous avions réservé 5 nuits dans un complexe hôtelier calme dans les Keys. Pas de grands projets, juste du repos. Dès le deuxième jour, j'avais recommencé à dormir toute la nuit. Mon fils courait dans le sable, couvert de crème solaire, ricanant comme s'il n'avait jamais eu une mauvaise journée de sa vie, ce genre de rire qui vous fait croire que vous avez peut-être fait quelque chose de bien après tout. Je ne l'avais pas vu aussi heureux depuis des mois, peut-être plus longtemps. Je commençais enfin à croire que le pire était derrière nous. Puis, le troisième soir, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, mouvement détecté, caméra du salon. J'avais presque oublié les caméras. Nous les avions installées il y a des mois après que quelqu'un a tenté de voler des colis sur notre Porsche. Je me suis dit que c'était probablement un scintillement de lumière ou le gardien du chat qui passait. J'ai ouvert l'application, à moitié distraite, ne m'attendant à rien. Mais ce n'était pas rien. C'étaient mes parents dans ma maison. J'ai cligné des yeux, pensant que c'était peut-être un vieux clip qui passait. Ce n'était pas le cas. L'horodatage indiquait 19h42. En direct. Ils étaient là, debout dans notre salon comme s'il leur appartenait. Ma mère avait encore son manteau, de la neige sur ses bottes. Elle buvait quelque chose dans l'un de nos mugs, marchant lentement, inspectant les lieux.
Mon père était dans le couloir, ouvrant le placard à linge, puis les tiroirs du couloir, comme s'il cherchait quelque chose. Je n'ai rien dit au début, j'ai juste tendu le téléphone à mon mari. Il a regardé pendant 1 minute avant de marmonner, « C'est quoi ce bordel ?» Il ne nous avait rien dit. Il n'avait pas envoyé de SMS, n'avait pas appelé. Ils avaient une clé de l'époque où ils faisaient du babysitting il y a des années, à l'époque où nous pensions que les choses étaient différentes. J'avais eu l'intention de la leur redemander, mais je n'arrêtais pas de repousser. Maintenant, je regrettais chaque seconde de cette hésitation. Nous avons continué à regarder. Ma mère a erré dans la salle de jeu de mon fils. Elle a ramassé l'un de ses jouets, un robot en plastique qu'il adorait, et l'a tenu comme s'il sentait mauvais. Puis elle l'a plié violemment, l'a cassé à l'articulation, et l'a jeté par terre comme si elle s'ennuyait. Mon fils avait économisé des tickets d'une fête foraine pour ce jouet. Mon père a ouvert le meuble des jeux et a renversé une boîte de pièces de puzzle sur le tapis. Il les a juste laissées là comme s'ils mettaient le désordre pour le plaisir. Ils ont ri, ils ont vraiment ri. Puis ils sont montés à l'étage. J'ai senti ma poitrine se serrer. Mon mari sortait déjà son téléphone, prêt à appeler la police, mais j'ai saisi sa main. Attends. Ils sont entrés dans notre chambre. Ma mère a regardé dans la boîte à bijoux. Rien de cher, surtout des choses sentimentales. Elle a pris un bracelet, celui que mon fils m'avait fait pour la dernière fête des mères, avec de petites perles en plastique, et l'a fourré dans sa poche. Mon père est allé droit au tiroir du bureau, celui où nous gardions les enveloppes de l'entreprise. Il l'a ouvert, en a sorti une, a feuilleté les billets, l'a pliée, l'a mise dans la poche de son manteau, et c'était tout. Pas d'hésitation, pas de doute. Comme s'il prenait ce qu'il pensait mériter. Mon mari était furieux. Il n'arrêtait pas de dire, « Nous les avons à la caméra. Que attendons-nous » Mais je ne pouvais pas bouger. Mes mains tremblaient, et pas de colère, quelque chose de plus profond. Cette horreur tranquille quand on réalise que les personnes qui vous ont élevé, pour qui vous avez cherché des excuses encore et encore, ne prennent même plus la peine de cacher qui elles sont. Ils pensaient que nous étions partis. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ils ne se souciaient même pas de laisser un désordre derrière eux. Ils ne savaient pas pour les caméras. J'ai pensé à les appeler à cet instant précis, à hurler, à exiger des réponses. Mais à quoi bon ? Ils mentiraient. Ils diraient qu'ils venaient vérifier, qu'ils étaient inquiets, que ce n'était pas ce qu'on croyait. Et ma sœur, elle déformerait les choses comme elle le faisait toujours. Elle en ferait une histoire sur la pression que nous mettions sur maman et papa, ou une histoire où nous étions les méchants. Alors j'ai dit à mon mari, non, pas de police. Pas encore. Sauvegarde juste les images. Ils sont restés pendant presque 40 minutes. On prit une bouteille de vin dans la cuisine. On laissait la porte d'entrée non verrouillée. N'ont même pas pris la peine de ramasser les pièces de puzzle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Nous avons attendu d'être rentrés chez nous. Nous sommes rentrés juste après minuit. La neige s'accrochait encore aux arbres, intacte depuis la tempête qui avait frappé 2 jours après notre départ. La lumière du porche a vacillé alors que nous montions les marches. Mon fils dormait sur l'épaule de mon mari, ses bras autour de la tortue en peluche qu'il avait nommée Mango. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Je me suis senti mal immédiatement, pas comme lors d'un cambriolage. Rien n'avait été saccagé ou volé de manière évidente, mais il y avait une odeur, quelque chose qui clochait. Le léger parfum de l'eau de Cologne éventée et du parfum de ma mère se mélangeaient à l'air poussiéreux d'une maison qui n'avait pas été aérée depuis 1 semaine. Mon mari a porté notre fils à l'étage. Je suis resté en bas et j'ai allumé chaque lumière, une par une. La bouteille de vin sur le comptoir avait disparu, celle que nous avions prévu de boire pour le nouvel an. Elle n'était pas chère, mais je me souvenais l'avoir posée là avant notre départ. Les 2 tasses à café que nous n'utilisons jamais étaient dans l'évier, pas rincées, juste laissées là. Dans la salle de jeu, le robot jouet de mon fils était toujours cassé sur le tapis. Il n'avait même pas été déplacé. Les jambes étaient fissurées à l'articulation, le plastique tordu et plié comme si quelqu'un l'avait fait exprès. Un tas de pièces de puzzle étaient encore éparpillées à côté de la bibliothèque et à moitié piétinées, à moitié poussées sous le canapé. Plus je restais là, plus je réalisais qu'ils n'étaient pas seulement entrés. Ils s'étaient attardés. Ils avaient marché, exploré, s'étaient servis de la nourriture, des boissons, des moments. Mon mari est descendu tranquillement. Il n'a pas demandé ce que j'avais trouvé, il le savait déjà. Il a ouvert le placard du couloir,
a sorti la petite boîte à outils et, en quelques minutes, il dévissait le pen dormant. Aucun de nous n'a dit un mot. Nous avons remplacé les 2 serrures cette nuit-là, reprogrammé le système de sécurité et supprimé les anciens codes d'accès. J'ai désactivé les notifications de l'application pour ne pas continuer à les vérifier au milieu de la nuit, dans l'attente d'une autre violation. Le lendemain matin, je suis allé dans notre chambre et j'ai ouvert le tiroir où nous gardions les enveloppes professionnelles. 2 étaient encore là, une manquait. J'ai compté l'argent dans celle qui restait. Ce n'est pas seulement l'enveloppe qu'ils ont pris, c'est qu'était près de 900 $. Plus tard dans l'après-midi, j'ai ouvert ma boîte à bijoux. La majeure partie était encore là, ma bague de fiançailles, la broche de ma grand-mère. Mais le bracelet en plastique bon marché que mon fils m'avait fabriqué pour la fête des mères l'année dernière, celui avec des perles dépareillées et un cœur de traverse, avait disparu. Et cela m'a brisé plus que tout le reste. Il n'avait aucune valeur, pour personne d'autre que moi, et ils l'ont pris. J'ai envoyé un courriel à notre avocate ce soir-là, je lui ai raconté ce qui s'était passé et je lui ai envoyé les enregistrements. Chaque minute, horodatée, claire, indéniable. Je lui ai demandé de ne contacter personne. Je n'étais pas prête pour cela, je voulais juste que ce soit documenté, sauvegarder une ligne tracée quelque part de manière officielle, même si personne d'autre ne la voyait. Cette nuit-là, j'ai regardé à nouveau les images de la caméra. Seul, j'ai regardé ma mère se tenir sur le seuil de la salle de jeu et regarder autour d'elle comme si elle jugeait l'agencement. J'ai regardé mon père soulever l'enveloppe, compter les billets comme s'ils lui étaient dus, puis la glisser dans sa poche sans hésiter. Il ne se pressait pas. Il n'était pas nerveux. Ils ont pris leur temps. C'est ce qui m'a vraiment marqué, ils ne pensaient pas qu'il y aurait des conséquences. Le lendemain matin, ma mère a envoyé un message, « J'ai entendu dire que vous étiez de retour. J'espère que le voyage s'est bien passé. Est-ce que tout avait l'air correct à la maison ?» Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, ma sœur a appelé. J'ai laissé sonner. Puis est venu le message vocal, et « Maman a dit qu'elle avait essayé de te joindre. Elle est un peu bouleversée. Elle dit que tu lui fais la tête. Elle vérifiait juste la maison pour toi. C'est quoi le problème ? Le problème ? Le problème, c'est qu'ils sont entrés dans l'espace de mon fils et ont cassé des choses qui lui appartenaient. Ils ont pris des choses qui m'appartenaient. Ils ont ri en le faisant. Ils ont agi comme si notre maison était la leur, comme si nous étions partis trop longtemps, alors ils pouvaient aussi bien profiter de ce que nous avions laissé derrière nous. Le lendemain, ma mère a appelé. J'ai répondu. Elle est entrée directement dans son argumentaire, elle a dit qu'il n'était passé que pour s'assurer que les tuyaux n'avaient pas gelé, qu'ils essayaient d'être utiles, qu'ils n'avaient pris le vin que parce qu'ils pensaient que c'était un bien communautaire, que le jouet de mon fils devait déjà être cassé. Puis elle a demandé pourquoi nous avions changé les serrures. J'ai dit, parce que je ne vous ai pas donné la permission d'être dans ma maison. Elle s'est tue, puis a raccroché. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux pendant 4 jours. Le 5e jour, ma sœur a envoyé un SMS, « Alors, tu coupes les ponts avec tout le monde maintenant ?» Pas d'excuses, pas de tentative de compréhension, juste la confirmation qu'ils n'avaient aucune intention de prendre leurs responsabilités. Alors, je suis allé chercher mon fils tôt à l'école cet après-midi-là. Nous sommes allés à l'aquarium, juste nous deux. Il m'a tenu la main et m'a dit qu'il voulait voir la loutre de mer en premier cette fois. Nous les avons regardés nager en faisant des cercles paresseux. Il a ri quand l'une d'elles s'est retournée sur le dos et a flotté devant nous. En sortant, il m'a demandé si les requins pouvaient être gentils. Je lui ai dit, oui. Certains ne savent juste pas comment faire. Le silence s'est prolongé jusqu'en janvier. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient peut-être embarrassés. Peut-être qu'ils avaient enfin réalisé ce qu'ils avaient fait et qu'ils avaient besoin de temps pour y réfléchir. Je me suis presque laissé croire qu'ils luttaient contre la culpabilité en coulissesque peut-être, ils nous contacteraient non pas pour se défendre, mais pour assumer leurs responsabilités. Mais ce n'était pas ce qui se passait. Ce qui se passait était un changement, lent et délibéré. Personne ne s'est excusé. Personne n'a mentionné la maison. Personne n'a dit un seul mot sur le jouet de mon fils, l'enveloppe d'argent ou le bracelet qu'ils m'avaient fabriqué. Ce qu'ils ont fait à la place, c'est arrêter complètement de faire semblant. J'ai vu le changement commencer avec ma sœur. Avant, elle faisait au moins semblant d'être prise entre deux feux, maintenant, elle ne s'en donnait plus la peine. Elle a publié une photo de groupe en ligne de ses enfants avec mes parents. Des tenues assorties,
avec pour légende, les seuls qui comptent. Pas de tag, pas de référence à moi, juste assez subtil pour pouvoir nier, juste assez évident pour que je sache que c'était pour moi. Je n'ai rien dit. J'ai juste arrêté de regarder. Puis le courriel de mon père est arrivé. Ce n'était pas pour prendre des nouvelles. Ce n'était pas un rameau d'olivier. Ce n'était même pas une tentative de renouer le contact. L'objet disait, à propos de l'opportunité d'investissement. Pas de salutation, pas de chaleur. Il demandait si nous allions toujours de l'avant avec la deuxième propriété sur laquelle mon mari et moi faisions des recherches, et si nous envisagerions d'en consacrer une petite partie pour l'aider, lui et ma mère, à traverser une saison difficile. C'étaient les mots exacts. Transactionnel. Aucun contexte. Juste une demande d'argent. Après être entré par effraction dans ma maison, après avoir cassé les affaires de mon fils, après avoir pris ce qui ne leur appartenait pas. J'ai fixé le courriel pendant longtemps. Il n'avait même pas essayé de mentir. Pas un mot sur la visite, pas une question sur notre fils, pas même une fausse excuse. J'ai pensé à écrire une longue réponse, quelque chose qui détaillerait tout ce qu'ils avaient fait. J'ai imaginé joindre les images des caméras. J'ai imaginé leurs visages en les regardant. J'ai rédigé 5 versions d'une réponse, chacune plus en colère que la précédente. Puis je les ai toutes effacées. Finalement, j'ai envoyé une seule phrase, « Non, nous ne ferons pas cela ». 10 minutes plus tard, il a répondu, « Eh bien, pas même une conversation ». C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini entre nous, car ce qu'il voulait, ce n'était pas de l'argent. C'était le contrôle siège à une table qu'il n'avait jamais aidé à dresser. Après cela, le ton a changé. Subtilement au début, le genre de choses que l'on ne remarque que lorsqu'on a été élevé dans la culpabilité. Ma mère a posté une photo de ses petits-enfants jouant au parc avec elle, juste les autres avec la légende, « La famille est une bénédiction ». Certaines personnes l'oublient. Un cousin a aimé la photo et m'a tagué. Je n'ai pas réagi. Je savais ce que c'était, une mise en scène. Ce qu'aucun d'eux ne semblait comprendre, c'est que je ne jouais plus. Je vivais. Nous avons réservé un voyage en février, un week-end dans un chalet tranquille au Michigan, niché dans les arbres. Pas de téléphone, pas de bruit, juste de la neige, de la soupe sur le feu, et nous 3 sous un même toit sans personne pour prétendre nous aimer à moitié. Mon fils a apporté ses dessins. Il en a scotché un sur le frigo du chalet avec un aimant en forme d'élan. C'était un dessin de nous 3 ce mois, mon mari et lui se tenant la main devant une maison. Juste nous. Pas de grands-parents, pas de cousins, pas de foule. Cette nuit-là, nous avons joué à des jeux de société et bu du chocolat chaud. Et après l'avoir bordé dans son lit, mon mari m'a demandé s'il me manquait. Et je lui ai dit la vérité, il ne me manque pas. C'est la version d'eux que je pensais réelle qui me manque. Ce que je croyais qu'ils étaient me manque, avant d'apprendre qui ils étaient vraiment. Mais cette illusion a disparu maintenant. Ce que j'ai à la place est bien meilleur, un fils qui sait qu'il est en sécurité, un mari qui ne m'a jamais demandé de m'effacer, un foyer où personne ne franchit la porte sans invitation en appelant cela de l'amour. Nous étions enfin presque libres, et il le savait. Le printemps s'est glissé tardivement cette année-là. Mais à l'intérieur de notre maison, quelque chose avait déjà changé. L'air semblait plus léger, comme si nous avions ouvert une fenêtre pour laisser s'échapper quelque chose de vieux. Je m'en suis rendu compte un matin en regardant mon fils jouer sur le porche arrière avec ses craies de trottoir. Il avait dessiné 3 bonshommes allumés moi, mon mari et lui avec des sourires assortis et des cheveux en bataille. Il avait colorié le ciel en bleu vif, rempli le reste d'étoiles, même s'il faisait jour. C'est à cela que ressemblait son monde désormais. Plus de noms qu'il ne comprenait pas. Plus de câlins forcés. Plus besoin de se demander pourquoi certaines personnes lui souriaient comme s'il était une faveur que quelqu'un avait faite. Le silence de ma famille durait depuis assez longtemps pour que je ne le remarque plus. Cela ne me surprenait plus quand les anniversaires passaient sans rien, pas de nouvelles, pas de cartes, plus de messages enveloppés de jugements passifs. Jusqu'au jour où j'ai reçu un SMS de ma cousine Jenna. C'était une capture d'écran d'une discussion de groupe familial dont je ne faisais pas partie. Ma mère avait commencé à organiser le brunch de Pâques. Il y avait une liste de qui apportait quoi, qui aurait quel panier de couleurs, quel petit enfant aimait quel type de bonbons. Le nom de mon fils n'y figurait pas. Pas même un espace vide où il aurait pu être. Il n'était pas oublié, il était exclu. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris exactement ce que je représentais pour eux maintenant, rien.
Ni une fille blessée, ni une déception, ni même un problème à régler. Juste disparu. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mise en colère. Je suis restée assise là à relire le message comme si je scannais l'étiquette de quelque chose que je savais déjà que je n'achèterais plus. Puis j'ai bloqué les numéros. Pas par méchanceté, pas comme un grand geste, mais parce que je ne voulais pas que mon fils grandisse en entendant le téléphone vibrer et en se demandant si, cette fois, il serait là pour lui. Je ne voulais pas continuer à lire entre les lignes de leur silence. Je voulais juste la paix. Les semaines suivantes ont été calmes, paisibles d'une manière que je n'avais pas réalisée possible. Pas de dîner forcé, pas de fausses excuses, juste notre maison, nos vies et la famille que nous étions réellement en train de construire. Jour après jour, nous avons commencé à voyager davantage. Les trajets du week-end se sont transformés en longues vacances. Nous avons passé du temps dans des villes où personne ne nous connaissait, où mon fils était juste un enfant, pas celui qui était adopté, pas l'étranger. Il a cessé de poser des questions sur eux. Il a cessé de tressaillir au mot grand-mère. Il a cessé de vérifier avec moi après chaque dessin, chaque carte, chaque histoire, est-ce que je devrais leur envoyer ça? Il a cessé de demander parce qu'il connaissait enfin la réponse. Nous avons acheté une résidence secondaire à la montagne. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste de l'espace, des arbres silencieux assez hauts pour effacer le passé. Un soir d'été, nous étions assis sur le porche, mon mari et moi. Notre fils s'était endormi tôt, épuisé par la randonnée, sa tortue en peluche préférée sous un bras. Les étoiles étaient nettes au-dessus des arbres. Mon mari m'a demandé si je pensais que nous les reverrions un jour. J'ai pris une longue inspiration avant de répondre « non ». Non pas parce que je les détestais. Ni même parce que je ne pouvais pas leur pardonner. Mais parce que j'avais enfin cessé d'avoir besoin d'eux. J'avais l'habitude de porter cette croyance que la famille était quelque chose à quoi on s'accrochait coûte que coûte et qu'on trouvait un moyen, qu'on réparait les choses. Mais je ne crois plus à cela. Je crois en la protection des gens qui vous protègent. Je crois qu'il faut construire quelque chose de mieux, même si cela signifie s'éloigner de tout ce qui a précédé. Je crois que mon fils doit savoir chaque jour qu'il est suffisant, qu'il est à sa place, qu'il n'attend pas que quelqu'un l'aime correctement. Il a déjà cela. Nous l'avons tous. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait le mien. J'ai cessé d'être une fille dans leur maison pour pouvoir enfin être une mère dans la mienne. Cela fait plus d'1 an maintenant. Aucun contact, aucune rencontre accidentelle, aucune carte d'anniversaire sans conviction avec une écriture inconnue. Juste de l'espace. Un espace réel et propre. Mon fils vient d'avoir 6 ans. Nous lui avons organisé une fête dans le jardin avec un gâteau dinosaure et beaucoup trop de ballons. Il a invité 2 enfants de l'école et son professeur de natation. Nous avons construit un petit parcours d'obstacles et les avons laissés courir partout. Il a ri si fort qu'il a eu le hoquet. Pas une seule fois il n'a demandé si quelqu'un d'autre venait. Ils ne font tout simplement plus partie de son histoire maintenant. Et honnêtement, de la mienne non plus. L'autre soir, il a rapporté un dessin de l'école. C'était un arbre généalogique. Il l'a rempli de noms, le mien, celui de mon mari, le sien. Notre chien, Toby, et même son professeur de natation figurait sur une branche. Mais pas de grands-parents, pas de cousins, pas de vide attendant d'être comblé. Il a dit, je n'ai ajouté personne d'autre parce que ça, c'est suffisant. Et ça l'est. Je me demandais autrefois si je regretterais d'avoir coupé les ponts, s'il y aurait un trou que je ne pourrais pas combler. Mais la vérité est que ce que j'ai laissé partir n'a jamais été à moi au départ. Ce que j'ai maintenant est quelque chose que j'ai construit, honnête, sûr et complètement à nous. Il ne nous manque rien. Nous sommes comblés.